Bonjour à tous, merci beaucoup d'être présents sur ma chaîne pour que nous partagions cette nouvelle histoire. Je suis vraiment ravie de vous retrouver. Il s'agit aujourd'hui d'un drame familial qui a eu lieu en 2019 en Suisse. Il s'agit d'une famille belge expatriée en Suisse depuis quelques années. Une famille sans histoire qui semblait vivre une vie totalement heureuse. Un bonheur parfait va être malheureusement au cœur d'un fait divers tout à fait tragique puisque tous les corps seront retrouvés sans vie dans leur jolie villa. Que s'est-il réellement passé? Pourquoi cette famille tranquille à qui tout semblait sourire bascule-t-elle un jour dans l'horreur? Je vous invite à découvrir cette terrible histoire, la terrible affaire de la famille Van den Hand. C'est tout de suite et maintenant. La famille Van den Hand, originaire de Nivelles, qui est une ville francophone de Belgique, est composée du père de famille Michael Van den Hand, qui est âgé de 44 ans au moment du drame, et il est cadre dans une firme pharmaceutique à Lausanne, en Suisse. Il est marié à Agnès Pierrard, qui elle a 50 ans au moment des faits. Elle est femme au foyer et elle fréquente un club de gym dans la région. Nous savons que le couple s'est rencontré 30 ans auparavant au Royal Club d'athlétisme du Brabant Wallon. En fait, dans ce club, ils étaient tous les deux lanceurs dans le même groupe. Michael a été plusieurs fois champion de Belgique de marteau en catégorie d'âge. Quant à Agnès, elle était lanceuse de disques. Alors, tous les deux ont ensemble un fils du nom de Ryan qui est âgé de 13 ans et leur fils est aussi sportif puisqu'il pratique au moment du drame le basketball. La famille est assez connue à Nivelles, elle est très impliquée dans le folklore. D'ailleurs, le papa d'Agnès avait fondé la société de Gilles Lémitan Jean, dont Agnès a été représentante pendant plusieurs années. Alors, au moment des faits, la famille Van den Hand a été expatriée en Suisse dans le cadre du travail de Michael et ils vivent donc en Suisse depuis 7 ans. Et nous savons que toute la petite famille habite depuis 2017 parce qu'en fait, ils ont déménagé pendant les 7 ans, ils sont pas restés au même endroit. Et depuis 2017, ils vivent dans cette coquette maison dans le quartier résidentiel de Chattagny à Apple, dans le canton de Vaud près de Lausanne. Je sais pas trop si ça se dit Vaud ou Vaud, je sais pas. Donc voilà. Alors, ils ont un train de vie assez aisé. Ils possèdent notamment 2 Porsche. Ils vivent dans une jolie et grande maison. Les voisins diront que dès qu'ils avaient du temps, ils partaient sur les routes, ils partaient en vacances en famille. Cependant, les proches et les voisins sont très loin d'imaginer ce que vont découvrir les enquêteurs dans peu de temps. En effet, le 17 juin 2019, vers 21h45, un voisin du canton de Vaud appelle la police pour leur indiquer qu'il est inquiet de ne pas voir les voisins depuis un certain temps. Il ne voit pas de mouvement dans la maison d'à côté. Il explique donc à la police au téléphone qu'il ne les a pas vus sortir, il n'a pas vu d'aller et venue comme d'habitude. Il avait pour habitude de les voir quand même se balader, se promener, en tout cas sortir de chez eux. Et là, il est vraiment inquiet parce que rien ne se passe depuis quelques jours. La police, bien sûr, informée de ce fait, elle se déplace immédiatement sur place. Elle pénètre dans la maison familiale et elle fait la macabre découverte. Toute la famille est décédée, les 3 corps sont sans vie. Donc les enquêteurs, bien sûr, ils sont sous le choc un petit peu. Ils se demandent qu'est-ce qui a bien pu se passer. C'était une famille qui avait l'air tranquille, sans histoire. Donc là, ils font quand même le tour de la maison pour essayer d'essayer de trouver un peu des indices. Mais ils expliqueront qu'ils ne trouvent aucune arme et ils ne constatent pas non plus de traces d'effraction dans la maison. Donc bien sûr, la police ne comprend pas ce qui s'est passé, les voisins non plus, personne ne sait vraiment ce qui s'est passé, personne n'a entendu quoi que ce soit, personne n'a vu quoi que ce soit. Les voisins diront que c'était une famille discrète, sans histoire, rangée, posée, enfin vraiment, il n'y avait pas d'éléments qui pouvaient permettre qu'ils étaient mêlés à des histoires bizarres ou que... Enfin voilà, c'est vraiment l'incompréhension totale dans le quartier. Alors selon les médias, les faits se seraient déroulés quelques jours avant, voire une semaine
semaines avant. Ce drame a nécessité l'intervention de 2 médecins légistes, de 4 patrouilles de gendarmerie de la police scientifique, ainsi que de l'équipe de soutien d'urgence. Les amis du petit Ryan, qui fréquentent également le même club de basket, sont assez rapidement informés de la macabre découverte et de la triste nouvelle. Ils diront qu'ils appréciaient et adoraient leur camarade, qui était très gentil, avec qui ils s'amusaient beaucoup, qu'ils s'entendaient super bien avec lui. Un soutien psychologique a donc été mis en place le mardi 18 juin 2019. Bien sûr, les voisins et les proches qui vont être informés diront qu'ils n'ont absolument rien vu venir, que c'était une famille vraiment des plus parfaites, une famille à qui tout semblait sourire. La famille, vraiment, ils la décrivent comme une famille parfaite en fait. Tout semblait leur sourire, comme je vous le disais au début de la vidéo, ils partaient en vacances régulièrement, les voisins n'entendaient pas de disputes ou de cris, donc ça avait l'air d'être un couple assez lisse, quoi, un couple qui s'entendait merveilleusement bien, donc c'est vraiment le choc pour tout le monde. Hein. D'ailleurs, même quand les journalistes sont venus un peu filmer pour faire préparer leurs articles de journaux, ils ont constaté des faits totalement normaux en fait devant la villa. Tout paraissait normal, on y voit un VTT qui est posé contre le mur de l'entrée de la maison. Du linge est encore étendu et en train de sécher au soleil, et donc là tout porte à croire que le drame est arrivé subitement. La famille donc qui est très réservée, discrète, elle croisait parfois les voisins à qui elle disait bonjour mais timidement, donc c'était vraiment des gens qui vivaient entre eux et qui se mélangeaient pas trop aux autres habitants du quartier, aux voisins, enfin voilà. Une voisine dira même que Agnès, l'épouse de Michael, avait un air toujours un peu triste, qu'elle était toujours accompagnée de son fils ou alors de son mari, mais vraiment elle s'était pas liée d'amitié avec des voisines ou avec même des copines du club de gym. Le père Michael, lui, était souvent aperçu au volant de ses voitures de luxe, donc comme je vous le disais tout à l'heure, ils ont 2 Porsche et il était tout le temps en voiture en train de se balader, donc les gens entendaient un peu la voiture faire des allées-venues. Également sur les réseaux sociaux, la famille affichait très souvent son bonheur. Elle postait régulièrement des photos de vacances en famille. D'ailleurs, 15 jours avant les faits, on voit sur le Facebook de Ryan qu'il a posté une photo de ses parents et de lui en vacances. Donc c'est une photo en guise de couverture de son profil Facebook. Et il avait même rédigé un petit commentaire sous cette photo et il avait mis une petite journée au soleil. Il semblait être très fier de ses parents. Alors les proches diront que le couple semblait très proche, très amoureux, très heureux. Donc que ce soit des proches de Belgique ou de Suisse, ils ont tous dit la même chose, que c'était vraiment un couple sans histoire. Ils les ont jamais entendus se disputer ou s'embrouiller, ou vraiment ils paraissaient très bien ensemble. En attendant que l'enquête et les investigations fassent la lumière sur ce drame, une cérémonie d'hommage a lieu le vendredi 5 juillet 2019 dans la collégiale Sainte-Gertrude sur la grande place de Nivelles, afin que toute la famille et tous les proches fassent leurs adieux à Michael, Agnès et Ryan. En petit comité, ils ont pu saluer la mémoire de Michael ainsi que celle d'Agnès et du petit Ryan, dont les cendres ont été rapatriées en Belgique. Les autopsies pratiquées sur les corps de la mère et du fils ont permis d'exclure une utilisation par arme à feu ou une utilisation par couteau. L'utilisation d'un objet contondant a également été écartée. Au début de l'enquête, l'éventualité d'homicide par étouffement avait été envisagée. Le premier procureur de la Côte a indiqué que s'il s'agissait de décès au cyanure, il y aurait des signes visibles sur les corps des victimes, tels que les lèvres bleutées par exemple. Mais aux premières investigations qui ont été menées, l'intoxication par absorption massive a vite été privilégiée. Des analyses toxicologiques et des examens médico-légaux sont donc effectués qui malheureusement concluent bien à l'empoisonnement médicamenteux. Le ministère public a rapidement imaginé le scénario qui sera bien sûr approfondi par les investigations et l'enquête qui sera menée. Et donc d'après le ministère public, il s'agirait d'un double meurtre commis par le père avant que celui-ci ne se donne la mort. Car en effet, quelques indices penchent vers cette thèse, mais qui reste à ce stade que de simples hypothèses jusqu'à ce que la lumière soit faite par toutes les investigations et toute l'enquête qui seront faites. En effet, les enquêteurs au domicile
aussi, ils ont pu mettre la main sur une lettre d'adieu portant la signature du père de famille. Donc dans cette lettre, la police a dévoilé quelques lignes, mais pas l'intégralité de la lettre. Et ils ont indiqué que Michael, dedans, il y décrit son mal-être. Il fait état d'une situation devenue quasi invivable, en lien avec son nouvel emploi dans l'entreprise pharmaceutique. Il aurait également écrit « La vie n'est plus possible ». Il dit également être stressé de reprendre le travail, car en effet, au moment des faits, il a été également indiqué que Michael se trouvait en arrêt de travail pour dépression. Et son arrêt de travail prenait fin bientôt, et donc ça le mettait dans un stress pas possible. Les premiers éléments de l'enquête ont pu permettre de découvrir que la firme pharmaceutique dans laquelle Michael travaillait depuis à peu près 1 an a été rachetée 6 mois avant le drame, et Michael apparemment ne s'y plaisait plus. Pourtant, toutes les investigations ont montré que Michael à ce moment-là n'était pas du tout harcelé au travail, et qu'il était même considéré comme un bon employé. Il n'était pas nul, il n'était pas mauvais, il était considéré comme un employé sérieux et très professionnel. En tout cas, ses employeurs étaient contents de son travail, ses collègues l'appréciaient beaucoup, donc il semblait pas avoir de problème au sein du travail en tout cas. Autre indice que les enquêteurs ont aussi relevé lors de la découverte des corps, ils ont découvert donc le corps de Michael allongé par terre au rez-de-chaussée, alors que les corps d'Agnès et de Ryan ont été découverts ensemble à l'étage. Nous découvrons également au cours de l'enquête que Agnès a été diagnostiquée atteinte d'un cancer du sein, mais pour l'heure, rien n'indique qu'elle était au courant du projet macabre de son mari. Le président du cercle du Brabant-Wallon a indiqué toujours avoir vu une famille unie, très soudée, dont on peut voir de nombreuses photos sur les réseaux sociaux, des personnes très discrètes et très gentilles, et il dira qu'il ne les a jamais vues se disputer en 30 ans de vie commune. Nicole, la maman d'Agnès, âgée de 74 ans au moment du drame, a été contactée donc juste après les faits par le bourgmestre de Nivelles pour les condoléances. Elle est bien sûr dévastée, elle est effondrée. Elle reconnaît que son gendre avait une santé fragile, mais elle ignorait totalement son côté un peu dépressif, lié en tout cas à son travail et à son emploi. Et elle dira même qu'elle ne pouvait pas du tout soupçonner quoi que ce soit. Elle déclare d'ailleurs que le dimanche 9 juin 2019, c'est la dernière fois qu'elle a parlé à sa famille sur Messenger. Donc ils ont fait un visio en fait, et ils lui ont raconté un peu leur journée du dimanche. Ils expliquent à Nicole qu'ils ont fait des balades, qu'ils sont allés visiter des musées. Elle dira qu'ils paraissaient tout à fait normaux, qu'ils paraissaient heureux et bien. Et elle ajoutera qu'elle n'a rien remarqué d'interpellant dans leur comportement ce soir-là. Donc elle explique en fait qu'ils avaient pour habitude de s'appeler tous les dimanches entre 16 et 18 heures. Sauf que le dimanche 16 juin 2019, elle n'a pas eu de nouvelles, et quand elle les a appelés, elle n'a pas eu de réponse non plus. Donc elle dira qu'elle a essayé de les joindre à plusieurs reprises. Donc elle n'avait pas de nouvelles, ils répondaient pas du tout, et là elle a commencé vraiment à s'inquiéter. Nicole est depuis le drame hébergée chez de la famille, elle peut pas rester seule. Elle explique donc aux médias que c'est très difficile pour elle, qu'elle sombre, enfin si elle reste seule, elle finira par sombrer, et elle ne veut pas. Donc elle est quand même assez âgée, hein, rappelons-le, elle a 74 ans. Elle a découvert comme ça du jour au lendemain la mort aussi brutale de sa fille, de son petit-fils et de son gendre. Elle a vraiment besoin de soutien familial et psychologique. Elle déclare même que le frère de Michael est tellement désespéré en fait qu'à ce moment-là, il a même envie de se rendre en Suisse pour essayer de faire son enquête lui-même et essayer de trouver des éléments qui pourraient lui expliquer ce qu'il s'est passé. Début février 2020, les rapports des limiers de la police cantonale vaudoise et de la médecine légale sont tombés et relatent le déroulé exact de la découverte des corps sans vie. Donc bien sûr, il est confirmé que lors de la découverte des corps, les enquêteurs sont tombés d'abord sur le corps de Michael qui gisait au sol, sans vie. Il a été confirmé que les corps d'Agnès et de Ryan ont été ensuite déposés sur le lit de la chambre parentale, l'un à côté de l'autre. Il est aussi indiqué qu'aucune trace de sang n'est découverte sur la scène. Pas d'armes retrouvées non plus. Pas même des traces de bagarre dans la maison ou des lésions défensives sur les corps des victimes. Par contre, les enquêteurs retrouvent 2 sacs poubelles près du corps d'Agnès et de Ryan, qui laissent bien sûr présager l'horreur. En effet, les preuves techniques et les autopsies des corps ont permis aux enquêteurs de déterminer les causes des décès. La mère est décédée d'une asphyxie par confinement à l'aide d'un sac plastique placé
passé autour de sa tête. Ils ont constaté aussi qu'elle avait dans le sang des traces de médicaments de type somnifère, mais ils diront que c'était pas une trace, c'était pas une consommation en surdose, mais plutôt une consommation plutôt thérapeutique. Le fils, lui, a succombé à une asphyxie par compression au niveau du cou. Un sac poubelle a également été utilisé, ainsi que des médicaments pour l'endormir, ce qui conclut à une mort plutôt par étranglement. Quant au père, il a été conclu qu'il a avalé massivement des médicaments pour se donner la mort. Donc les investigations, bien sûr, ont permis de reconstituer les faits de cette funeste journée. Alors dans la journée du 13 juin 2019, le mari, cadre dans la biopharma et ancien manager chez Merck, aurait vraisemblablement d'abord tué son épouse qui, je vous le rappelle, était atteinte d'un cancer du sein. Ensuite, le père attend que son fils rentre de l'école en fin d'après-midi et il s'en prend à lui dès qu'il arrive. Les enquêteurs présument qu'il lui fait ingérer d'abord les médicaments, à son insu bien sûr, avant de l'étrangler et d'aller déposer son corps inerte près de celui de sa mère. Michael, lui, se suicide plus tard dans la soirée du 13 juin 2019 et pour ça, il avale une surdose de substances médicamenteuses. Il a été donc démontré également qu'avant sa mort, Michael a envoyé un SMS à son frère avec qui il avait un rendez-vous le week-end prochain. Ils avaient en effet prévu d'aller au salon de l'aviation. Et donc dans le message, Michael indique à son frère qu'il ne pourra pas l'accompagner au salon, qu'il ne sera pas présent en fait. Les enquêteurs révèlent aussi quelques autres passages de la lettre d'adieu de Michael. Donc Michael aurait également spécifié dans cette lettre: la vie n'est plus possible pour moi, j'en ai marre de travailler, ma femme souffre à cause de son cancer et je vois mal mon fils se débrouiller seul. Donc évidemment cette lettre-là, avec tous les éléments qui ont été avancés et apportés par les enquêteurs, conclut évidemment à un double meurtre suivi d'un suicide de la part du père de famille qui était à ce moment-là donc dépressif. On ne saura pas vraiment ce qui s'est passé, qu'est-ce qui l'a poussé en fait dans cet état dépressif. Apparemment au travail ça avait l'air de bien se passer, mais bon voilà, les autres passages de sa lettre d'adieu n'ont pas été dévoilés à la presse, donc on ne sait pas s'il en parle ou non. Je pense que s'il en parlait, la police l'aurait dit. Vous l'aurez compris, donc aucun suspect n'est recherché dans cette affaire. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, si celle-ci vous a plu. Je vous laisse faire comme d'habitude, liker, commenter, vous abonner. Je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.